Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans C'est la santé. Exceptionnellement, l'émission est rallongée aujourd'hui puisque nous sommes ensemble pendant 2 fois 26 minutes. Une émission que vous pourrez revoir sur notre site internet. On va parler du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme qui concerne les enfants d'intelligence normale. Pour l'Institut Pasteur, un enfant sur 150 naîtrait autiste. En France, la plupart des enfants atteints du syndrome d'Asperger sont rarement diagnostiqués. Pour en parler, j'accueille Marine Picu, psychologue spécialisée en neuropsychologie, qui travaille dans le service de pédopsychiatrie dirigé par le professeur David Da Fonseca à l'hôpital Salvatore de Marseille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Maxime, qui a le syndrome d'Asperger, oui, et à sa maman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, on va essayer de définir un petit peu ce qu'est le syndrome d'Asperger. David Da Fonseca, de quoi il s'agit? Alors il s'agit, comme vous l'avez dit, d'un syndrome qui fait partie du large spectre des troubles autistiques et qui est caractérisé surtout par un trouble qualitatif, j'insiste sur le mot qualitatif, trouble qualitatif des interactions sociales. C'est-à-dire que les sujets atteints de ce syndrome ont des difficultés à décoder, à comprendre et à utiliser le langage non verbal. Quand je vous parle, j'utilise je regarde, je décode vos mimiques, votre posture, votre gestuelle, vos émotions. Et ça me permet de mieux comprendre ce qu'on est en train de se dire. Et on sait que ces enfants, ces adolescents ont d'énormes difficultés à utiliser tout ce pan de la communication qui est indispensable pour mieux comprendre les autres, qui est le langage non verbal. Alors justement, qu'est-ce qui doit alerter? Quels sont les signes? Alors j'imagine voilà, les signes peut-être de non-reconnaissance de tous ces gestes déjà, par exemple, Marine? Oui, c'est vrai que ce que les parents nous rapportent le plus souvent, c'est d'abord les difficultés à aller vers les autres enfants. Donc c'est des enfants qui restent un peu isolés, qui jouent pas comme les autres enfants. C'est souvent ce qui ressort en fait dans les premières inquiétudes parentales. Vous, Isabelle Arbona, justement, qu'est-ce qui vous a posé question? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes alertée? En fait, c'est quasiment depuis la naissance que j'ai pu être alertée par le comportement de Maxime, parce qu'il ne dormait pas, il passait ses nuits à se balancer dans son lit, tout petit, malgré ce que pouvaient me dire les pédiatres à l'époque et tout. C'était un comportement, c'est mon 3e enfant, donc je pense avoir une petite expérience. Et il avait un comportement qui était atypique par rapport à d'autres enfants. Et un enfant qui a le syndrome d'Asperger parle aussi un peu plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est courant ou pas forcément? Toi, Maxime, tu as parlé... Quand je parlais, on comprenait rien. C'est surtout ça, moi. Bon, après, je vais de différents problèmes, mais c'est surtout que, oui, on a plus de mal à parler aux autres parce que déjà, en nous, on se sent mal, on n'est pas bien dans notre peau, etc. On s'en rend pas toujours compte et les autres s'en rendent pas compte et ça se voit jamais. Je veux dire... On ne peut pas deviner comme ça. Quand on est jeune, je sais pas, je veux dire, l'enfant, il a des problèmes, des difficultés. Je veux dire, ça serait presque normal. Il est juste un peu différent des autres enfants. Donc, on le met dans une catégorie légèrement différente. On ne lui met pas un nom dessus, je veux dire. C'est comme si c'était un enfant. Ça, c'est une chose importante, c'est que c'est vrai que c'est pas forcément très évident quand même à diagnostiquer. Je crois qu'aujourd'hui encore, le diagnostic se fait tard chez la plupart des enfants. Alors pour le syndrome d'Asperger, effectivement, comme le disait Maxime, les pairs, c'est-à-dire les camarades, font le diagnostic assez tôt, c'est-à-dire qu'ils perçoivent une certaine différence, donc c'est des enfants qui sont rapidement rejetés dans les cours de récréation. Et malheureusement, les professionnels ont un peu plus de temps à faire le diagnostic. On sait qu'actuellement, la moyenne d'âge pour poser le diagnostic, c'est à peu près 11 ans. Donc ça fait quelques années de souffrance, en particulier dans les cours de récréation, comme l'a bien dit Maxime. Parce que c'est un c'est un syndrome donc, qui est apparu... Monsieur Asperger, c'est un Autrichien, c'est ça, dans les années 50, et au final, c'est quand, dans les années 80, qu'on a vraiment pu parler du syndrome? Vous êtes bien informé. Effectivement, c'est un pédiatre autrichien qui s'appelait Hans de son prénom, Hans Asperger, qui avait décrit des cas de psychopathie autistique, j'aime pas trop ce nom, en 1944. Et il avait déjà, quand même, de manière très intéressante, mis en valeur les compétences qu'on retrouvait chez ces enfants un peu particuliers. Et en fait, ça a été un petit peu oublié, puisqu'en même temps, on a eu la description des autismes de type Kanner, qui d'ailleurs participe aux représentations qu'on a encore de l'autisme, c'est-à-dire des enfants avec des déficits importants. Donc ça, c'était décrit par Kanner à la même époque. Et c'est Lorna Wing, une psychiatre anglaise, qui en 81
ressorti un peu du placard ces données et a du coup vulgarisé un petit peu ce syndrome. Alors du coup, donc, ce diagnostic qui permet à un moment de dire voilà, votre enfant a le syndrome d'Asperger, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut le pratiquer? Où est-ce qu'on peut se rendre justement quand on a un petit peu des doutes? Vers qui on peut se tourner? Alors en théorie, normalement, tous les pédopsychiatres sont capables de faire ce diagnostic, qui est un diagnostic clinique avant tout. Donc pour les cas, on va dire, les plus typiques chez un pédopsychiatre, donc en ville, en psychiatrie de secteur, CMP, voilà. Après, pour les cas peut-être plus compliqués, avec des diagnostics différentiels ou de forte comorbidité, peut-être qu'effectivement on oriente vers les CRA, donc qui sont les centres ressources autisme, donc il y en a un par région. Et là, donc l'enfant en fait passe toute une semaine, voilà, avec où il rencontre psychologue, orthophoniste, une psychomotricienne, et ça permet d'avoir plusieurs regards sur l'enfant. On fait des entretiens cliniques avec la famille aussi, donc des bilans cognitifs. Donc Maxime, lui a fait ça en raccourci un petit peu sur trois demi-journées. D'accord. Voilà. Ça, c'était il y a 2 ans, Maxime, c'est ça que tu as pu passer un peu tous ces tests? Plus un an en fait. Non, Ouais. 2 ans. 2 ans? Ah bon? Non. Ça consistait en quoi, du coup? Si Ça tu peux nous consistait dire. en quoi? Ça consistait en fait à... Il y avait quelques questions, puis après c'était surtout des petits tests de vitesse, par exemple, sur réussir à cocher des lettres d'affilée, ou encore, je sais pas, pouvoir dire des mots qui ont aucun sens, par exemple. Et par rapport à ça, ils vont faire, je sais pas exactement, mais un diagnostic par rapport à ça, ils vont pouvoir se rendre compte de différents problèmes qu'on peut avoir. L'objectif, oui, c'est un peu tester les capacités sociales de la personne. C'est des choses comme ça qui sont un peu étudiées. Oui, alors il y a 2 temps, je pense que ce à quoi Maxime faisait référence, c'est plus peut-être le test de QI. Donc c'est vrai qu'on fait ça pour vérifier un petit peu le niveau d'efficience intellectuelle, puisqu'il n'y a pas de retard, hein, comme vous le disiez, dans le syndrome d'Asperger. Après, il y a des tests un peu plus spécifiques, effectivement, où on regarde les capacités d'interaction du jeune, de communication. Est-ce qu'on peut avoir une discussion avec lui? Est-ce qu'il nous regarde dans les yeux? Est-ce qu'il utilise justement tout ce qui est non-verbal quand il interagit? Donc ça, c'est des tests par contre plus spécifiques, et puis c'est couplé avec un entretien avec les parents pour revenir effectivement sur la petite enfance, toujours en ciblant les signes décrits dans l'autisme en fait. Alors justement, avant d'en dire plus, je vous propose un reportage. Plusieurs années donc après le diagnostic du syndrome d'Asperger, William est venu passer un bilan à l'hôpital Salvatore. C'était il y a quelques jours. Regardez. C'est un livre, mais il y a seulement des images, d'accord? C'est à toi d'inventer le texte, comme si tu me racontais un petit peu une histoire. Il y a 4 ans, les médecins diagnostiquent le syndrome d'Asperger chez William. Ses parents avaient remarqué une forme de lenteur chez lui et en même temps une grande intelligence. Il n'y a que quand je rigole, je peux pas m'en retenir. Mais sinon, les émotions, je n'arrive pas à trop les exprimer. Mais tu les ressens? Oui, je les ressens intérieurement. Je ne les montre pas au signe du visage. D'accord. Petit moment d'échange. Qu'est-ce qui le rend heureux? Qu'est-ce qui lui fait peur? Grâce à un travail d'observation, la psychologue note comment ont évolué ces troubles autistiques. J'ai eu de la chance parce que cette maladie m'a donné un peu plus de neurones, on va dire ça comme ça, plus de mémoire. Mais j'ai j'ai appris à vous regarder dans les yeux. Avant, je ne savais pas. Je regardais en haut, en bas, je ne regardais pas dans les yeux. Toi, tu me dis, les moments par exemple où on me fait une surprise, j'arrive à voir que pendant quelques minutes, je suis heureux. Qu'est-ce que tu as comme indice, toi, pour voir que tu es heureux? Je souris. Tu souris, et à l'intérieur de toi, comment tu te sens? Est-ce que tu arrives à identifier? Et des fois, j'ai des frissons. Des frissons de bonheur? Ouais. D'accord. À 14 ans, William passe en 4e à la rentrée. Passionné de train, mais curieux de tout, il ne sait pas encore ce qu'il veut faire plus tard. Et je fais avec. Je me suis adapté et c'est tout. C'est ça mon principe. Et tu te sens bien? Oui, très bien. Même des fois, je me dirais c'est un petit cadeau.
d'avoir cette maladie que pas l'avoir. Jeu de rôle, discussion, la séance dure plus d'1 heure. Elle permettra d'évaluer les progrès de William. Aujourd'hui, l'adolescent est déjà beaucoup plus sûr de lui. Alors David Da Fonseca, finalement, quelle est la différence entre le syndrome d'Asperger dont on parle et l'autisme qui regroupe énormément de pathologies diverses? Alors le spectre, alors maintenant on parle de trouble du spectre autistique, de TSA. Ça concerne à peu près presque maintenant, on est sur, vous disiez 1 pour 150, on est quasiment maintenant à 1%. Ça concerne donc un ensemble de troubles du spectre autistique. Le syndrome d'Asperger, c'est particulier, c'est-à-dire que c'est si vous voulez, c'est un syndrome d'Asperger sans déficience intellectuelle, parce qu'on peut trouver des déficiences intellectuelles chez les enfants qui ont des troubles autistiques, et sans retard de langage. Donc on a vraiment, et le trouble est vraiment centré sur ce qui est vraiment dominant dans la pathologie autistique, c'est-à-dire le trouble des interactions sociales et ce que vient d'exprimer très bien William, c'est-à-dire les difficultés à reconnaître les émotions et à décoder les mimiques de l'autre quand on est en train d'interagir avec lui. On imagine du coup que oui, c'est pas donc évident de tout de suite, vous l'avez dit, de mettre un mot un peu sur ce qui se passe. Vous, Isabelle, ça a été très long finalement, le temps avant qu'on vous dise votre fils a ça. Oui, c'est surtout un parcours du combattant en fait, comme beaucoup de parents qui sont passés par là. C'est-à-dire que là, entre la première fois où j'ai consulté un médecin, que ce soit un pédopsychiatre ou à commencer en tout cas par un pédiatre, et le moment où il a vraiment été diagnostiqué, il s'est passé donc quasiment 16 ans, donc c'est très très long, et c'est surtout un parcours qui est extrêmement compliqué. On rencontre des gens qui vous disent plusieurs diagnostics, qui sont persuadés qu'ils ont enfin trouvé ce qu'avait Maxime, pourquoi il était si différent, pourquoi... voilà. Donc en fait, il a eu plusieurs diagnostics avant qu'on ait le diagnostic du syndrome d'Asperger. Et ça, c'est une constante chez de nombreux enfants. Comment on l'explique ? Ça semble assez fou. Le délai diagnostique ? Oui, ce délai. En fait, malheureusement, tous les pédopsychiatres ne sont pas formés à ce trouble un peu particulier. Alors, le délai, il est lié aussi au fait que les enfants sont quand même assez bien intégrés au niveau scolaire. Les troubles autistiques plus sévères ont d'énormes difficultés d'emblée dès l'entrée à l'école maternelle. En revanche, les syndromes d'Asperger suivent une scolarité plutôt de manière de grande qualité, et c'est plutôt le problème dans les cours de récréation, dans les temps, si je puis dire, dans les temps morts de la vie scolaire, c'est-à-dire la récréation, l'entre-midi et deux, qui pose plus de problèmes, et c'est pas forcément la priorité des éducateurs ou des enseignants de s'intéresser vraiment à ce qui se passe pendant les temps de récréation. Donc c'est des années de souffrance, et généralement, effectivement, ce qui est dit par les familles, c'est voilà, mon enfant, ça se passe bien à l'école, les apprentissages, ça va plus ou moins bien, mais ce qui pose vraiment problème, c'est qu'il est complètement isolé dans la cour, il n'est jamais invité à un anniversaire, et ça commence à lui poser des difficultés. Et un autre pic où on commence à s'inquiéter, et ce n'est pas étonnant que ça soit vers l'âge de 11 ans, c'est l'entrée au collège, où vraiment le désir d'appartenance sociale, le désir d'avoir des interactions avec d'autres ados est très très important, criant, et donc la différence est d'autant plus importante et elle se note d'autant plus de manière beaucoup plus ciblée. Maxime, toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait qu'on dise tiens, quand tu as eu 16 ans, tu as le syndrome d'Asperger? Déjà, c'était un nouveau mot dans le sens, je veux dire, ça correspondait, je veux dire, pendant toutes ces années, j'ai eu énormément de choses, j'ai beaucoup remarqué. Et quand on m'avait expliqué, d'un coup, c'est comme si on venait m'expliquer ma vie, quoi, en quelque sorte. Parce que souvent, c'est vrai que j'ai eu énormément de difficultés au collège, dans toutes les sections d'école. J'ai eu énormément de problèmes par rapport à ça. Après, bon, c'est sûr que c'était différent de tous ceux. Certains Asperger sont différents d'autres, mais je sais que souvent, je me retrouvais souvent seul dans les récrés, j'arrivais pas vers les autres. J'étais très souvent rejeté par les autres. Les fois où j'ai essayé, je veux dire, je me faisais rejeter, par exemple. Je veux dire, parce que là, t'es différent, on te rejette, quoi. Ça. Oui, ça, Isabelle, c'est quelque chose qui vous racontez de quotidien. Tout à fait, au quotidien. Mais c'est les enfants, mais c'est les parents aussi. Parce que les parents qui ne comprennent pas sont exactement comme leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils le rejettent aussi. C'est vrai qu'il n'a pas été... Donc mes deux aînés étaient invités constamment à des anniversaires. Maxime, il a fallu attendre qu'il ait, je crois,
crois, 14 ans, pour avoir été invité à un anniversaire. Donc c'était pas évident du tout. Ouais. Alors justement, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Maxime. Contrairement à ce qu'on dit, ce qu'on pense souvent, ça fait partie des stéréotypes sur la question de l'autisme. On pense que l'autisme n'a pas envie d'avoir des relations sociales. Et il vient de l'exprimer tout à fait clairement, c'est-à-dire qu'il a envie. Le rêve d'un enfant autiste, c'est d'avoir des amis. Et le seul problème, c'est qu'il n'a pas les outils. Et je reviens sur la question du langage de l'environnement, il n'a pas des outils, c'est-à-dire les codes pour aller vers les autres et pour s'intégrer dans un groupe. Et en particulier au moment où c'est aussi important, c'est-à-dire au moment des années collège. Donc ça, justement, on va en parler beaucoup dans la deuxième partie de l'émission. Déjà, est-ce qu'on sait qui est plus touché par le syndrome d'Asperger? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus que d'autres et pourquoi? Est-ce qu'on a une idée des causes, par exemple? Alors, les enfants, on sait que ça touche à peu près 8 garçons pour une fille. Et ça concerne... les causes, elles sont multiples. En fait, on a des causes d'origine multifactorielle. Mais ce qu'on sait maintenant, on a des données quand même dans la littérature très sérieuses qui montrent que c'est un trouble neurodéveloppemental d'origine génétique. Alors, il y a plein de gènes qui sont impliqués, de plus en plus de gènes sont identifiés comme des gènes au niveau de l'architecture des synapses, des gènes qui sont impliqués dans la migration, la prolifération des neurones, donc quelque chose des facteurs qui du coup génèrent un développement un petit peu différent. Et j'insiste sur le mot différent parce que plus ça va, moins on parle de déficit. Quand on parle d'autisme, on parle plutôt de cerveau qui fonctionne de manière différente. Alors ces facteurs génétiques et aussi des facteurs environnementaux, il y a des problèmes périnataux, génèrent des fonctionnements cérébraux un peu différents qui expliquent bon nombre de signes cliniques. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a certaines zones qui vont surfonctionner, en particulier les zones perceptives, au niveau de la perception visuelle, au niveau de la perception auditive. Oui, ils fonctionnent beaucoup par image. Voilà, ils fonctionnent beaucoup par image parce qu'il y a ces zones qui sont hyper connectées, en fait, qui surfonctionnent. On parle de... J'ai eu la chance de partir au Canada chez la personne qui a bien mis en évidence ce modèle. C'est-à-dire que c'est le modèle de l'hyperfonctionnement perceptif. C'est-à-dire qu'il y a des zones donc, de bas niveau qui surfonctionnent, et d'où cette perception, cette acuité auditive très très importante. En revanche, il y a un défaut de connectivité, il y a une hypoconnectivité entre les différentes zones beaucoup plus supérieures. En tout cas, tout ça sert à expliquer des comportements... Tout à fait, donc ouais. ça nous donne une lecture et une explication de bon nombre de symptômes présentés par ces enfants. Alors je vous propose d'écouter les adolescents qui nous parlent justement du syndrome, comment ils le vivent. Regardez. Moi, ça va encore, c'est pas grave, mais disons, moi, c'est parce que je me balance, en fait, je fais ça. Je me balance. Donc c'est ça qui te gêne et tu essayes de... Oui, ça va un peu mieux qu'avant. J'aime bien réussir mes études. J'aurais un métier, je ferais fleuriste ou production de fleurs. Agricampus à hier. Ouais, parce que déjà, tu adores tout ce qui est... Nature, j'adore la nature. À une époque, j'étais amie plus avec des filles qu'avec des garçons. Mais je veux dire, moi je trouve ça facile de se lier d'amitié avec une fille. En revanche, c'est dur de trouver une petite amie, par exemple, ou de sortir avec une fille qu'on aime. Moi, je trouve que c'est plus dur. Je voudrais tant avoir un beau métier. Un métier où on se souviendra de moi. Ou laisser une partie de moi dans ce monde. Je voudrais être un peu actrice. Hein. Et je veux montrer au monde que les autistes un peu sont pas des imbéciles. Hein. Ils sont pas des êtres moins bien. Et qu'ils ont leur place dans ce monde. De temps en temps, c'est difficile à gérer, mais parfois, c'est facile et c'est très pratique. Quand, par exemple ? Quand il s'agit d'apprendre une leçon, il suffit juste d'écouter en cours et on retient la leçon quasiment immédiatement. On a juste à le relire 30 secondes et on connaît la leçon quasiment par cœur. Elles me demandent rarement, elles savent que j'ai un problème, elles veulent pas trop se renseigner là-dessus, mais quelques fois où elles me demandent, ça se passe plutôt bien, je m'entends plutôt bien avec ces personnes, elles le prennent pas, je le prends pas mal qu'elles me posent la question et maintenant j'arrive mieux à leur expliquer, on va dire. Moi pendant très longtemps j'ai pas fait de pas vers les gens, mais depuis que je me rapproche des autres, les autres se rapprochent de moi. Et je pense que justement, dans les deux sens, il doit y avoir un rapprochement, mais pas plus dans un sens que l'autre.
Maxime, donc tu les connais, hein, c'est des personnes avec qui tu participes à des groupes un peu toute l'année. Tu te retrouves dans ce qu'ils disent, justement, il y a des choses qui font écho, j'imagine. Ah oui, complètement. Je veux dire, comme apprendre la leçon, je veux dire, moi, j'apprends même pas en fait. Je réalise rien chez moi en règle générale. En fait, il te suffit, comme il dit, d'écouter. Du coup, tu as une mémoire très développée. Bah ouais, c'est très pratique par ce point-là. Bon, après, c'est pas donné à tout le monde, nous on l'a, mais je veux dire, après on est différents, mais je veux dire, il y a des gens qui arrivent à faire comme nous, mais c'est vraiment pratique. Il y a vraiment des aspects pratiques. Puis au final, moi, ça m'a aidé dans ce sens-là. Je veux dire, les aspects pratiques de mon problème m'ont aidé au quotidien, et grâce à ça, au moins, j'ai évolué de façon évasive en fait des autres. Ouais, ça c'est courant justement d'avoir ce type de mémoire très développée. Tout le monde ne l'a pas peut-être au même degré, mais en tout cas on retrouve ces capacités. C'est bien la raison pour laquelle on parle moins de déficit finalement, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des forces. Et l'un des intérêts du diagnostic, c'est d'identifier les difficultés sociales dont on a beaucoup parlé, mais aussi de mettre en évidence les forces du sujet, et dont la mémoire effectivement, et ça va nous servir justement de levier pour compenser les autres difficultés, et notamment la mémoire visuelle qui est très développée. On a l'impression parfois que vous avez une espèce d'appareil photographique, et dès lors que je vois quelque chose, elle est imprimée et elle n'a pas besoin d'être encodée, recodée, elle ressort telle qu'elle. Donc ça donne parfois des potentialités très surprenantes. Ça vous a surpris, j'imagine, quand très jeune, il est arrivé de retenir des trucs un peu fous. En fait, on s'en est rendu compte très tôt, grâce au film, entre guillemets, aux jeux vidéo. Et au film. Et au film, effectivement, parce que c'est vrai que Maxime a parlé donc très tard. Lui, il y a des enfants qui parlent très tôt, parmi les Asperger, mais lui, il a parlé très tard. Quand il parlait, effectivement, pas grand monde le comprenait, en dehors de mes deux aînés qui... Là. En fait, il avait un langage qui s'était inventé. Et il y avait des mots qui tous les trois arrivaient à se comprendre entre eux, et c'était à peu près tout. Donc c'était un peu compliqué quand même. Et c'est vrai que quand il jouait aux jeux vidéo, surtout son frère aîné, Maxime, arrivait à se repérer dans les labyrinthes de tous ces jeux d'arcade et tout, très facilement. Et son frère aîné, du coup, lui demandait très régulièrement par où est-ce qu'il faut que je passe, c'est compliqué et tout. Et Maxime servait finalement de guide pour les jeux vidéo. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte effectivement que même si à l'école maternelle ça se passait très mal, on me disait qu'il fallait absolument qu'il soit suivi, qu'il soit mis dans un institut et tout, bon, je savais qu'il avait une intelligence tout à fait normale, sans aucun problème de toute façon. Mais c'est vrai que comme ça ne passe pas par la parole et par le comportement, ils sont très rapidement mis effectivement comme déficients mentaux. C'est un peu le problème. Un des points communs aussi, donc on en a parlé un peu tout à l'heure avec l'école, c'est aussi les moqueries justement dont ils sont victimes, parce qu'il y a cette différence qui fait peur, et ça c'est quelque chose que vous retrouvez, vous Marine, dans les patients que vous suivez, ils vous disent être victime de ces moqueries. Je pense qu'il n'y en a pas un seul qui l'a pas vécu à un moment ou à un autre. Bon, c'est déjà tellement présent chez tous les enfants. Je pense que avec leurs différences et leur maladresse, c'est inévitable. Ils en souffrent beaucoup. Justement, je vous propose d'écouter quelques-uns des adolescents qui nous en parlent. Regardez. Il y en a qui ne comprennent pas forcément ce qu'on a. Du coup, ils trouvent qu'on est différent. Et ça, de temps en temps, ça dérape avec des insultes, des agressions et tout le reste. Ça, c'est un peu difficile à gérer. C'est pas facile tous les jours d'être Asperger parce qu'on peut avoir les moqueries, les incompréhensions, les choses comme ça. Et j'aimerais qu'ils essaient de comprendre et pas de se documenter, mais de rechercher un peu d'où vient le problème, tout ça, plutôt que de se moquer directement, tout ça. C'est pas le problème en lui-même qui est grave, c'est la façon dont on est regardé par les autres, qui peut être très grave, ça peut être gênant, ça peut, ça peut pousser des gens presque au suicide, ça peut mettre des gens mal à l'aise, en déroute, ça peut nous rendre, moi-même ça m'a rendu plusieurs fois mal à l'aise, et il faut pas croire que parce qu'on n'est pas autiste, parce qu'on n'est pas handicapé, vraiment handicapé physico-mental, que ça peut pas être dur, c'est pas difficile. Oui, Maxime, toi c'est aussi des choses que tu as vécues, et encore aujourd'hui c'est pas facile.
C'est déjà beaucoup plus facile parce que c'est sûr que quand j'avais leur âge, à 15 ans, 13 ans, parce qu'ils ont 15 ans et 13 ans, et j'étais vraiment toujours stressé, je veux dire, le regard des autres, la moquerie, je sais pas, je veux dire, même des gens qui se moquaient peut-être pas de moi, je sais pas, je le prenais comme si c'était moi qui se moquait, alors que bon, ça avait peut-être aucun rapport. Hein. Qu'est-ce qu'ils te disaient en fait, les gens? Qu'est-ce qu'ils te disaient, tes camarades? Ça m'est souvent arrivé parce que bon, pour eux, j'avais des espèces de cernes, donc je les ai, mais je sais pas, je veux dire, tout le monde est différent, mais on me traitait de drogué, de fatigué, de débile, de n'importe quoi, parce que j'avais une tête différente, je veux dire, pour eux, il est différent, je sais pas, et pour eux c'était comme si c'était gratuit de se moquer de cette personne, quoi. C'était plus simple. Ça c'est vraiment une grande souffrance qui s'estompe après quand peut-être que les personnes comprennent mieux aussi ce qu'ils ont, je sais pas. Complètement, qui s'estompe dès lors qu'on a compris un peu comment ça se passait et qu'on a mis en place des stratégies pour y faire face. Mais ce qu'on retrouve en filigrane de tous ces témoignages, c'est vraiment la difficulté à comprendre ce langage non verbal et donc des difficultés à comprendre le mensonge, à comprendre les métaphores, à comprendre tout ce qui est implicite, les moqueries, le deuxième degré. Et ça, c'est des codes indispensables pour s'intégrer dans le groupe. Donc du coup, ils sont pris à partie et parfois, malheureusement, souvent manipulés parce qu'on est toujours dans le deuxième, troisième, quatrième degré. Et pour résumer, en fait, le syndrome d'Asperger, il a énormément de mal à ne pas dire ce qu'il pense et à dire uniquement ce qu'il pense. Alors justement, on va en parler dans la seconde partie de l'émission, où on parlera donc davantage de la prise en charge justement des personnes atteintes du syndrome d'Asperger. Restez avec nous dans C'est la santé, à tout de suite.